Bonjour à tous. Merci d'être à l'écoute de cette nouvelle capsule du Fonds des architectes. Mon nom est Marie-Pierre Bédard. Je suis responsable de la prévention et je suis aujourd'hui en compagnie de Maître Jean-François Desilets, qui est associé chez Gilbert Simard Tremblay, avocat, pour nous entretenir de la conférence de règlement à l'amiable. Donc, merci Jean-François d'avoir accepté notre invitation. Merci Marie-Pierre de m'avoir invité. Alors, les architectes qui ont déjà été poursuivis ont possiblement déjà entendu ce terme-là, la conférence de règlement à l'amiable. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un avocat d'expérience en matière de construction, donc qui est habitué de défendre les architectes en matière de dossiers de litige et qui a fait par la même occasion plusieurs conférences de règlement à l'amiable. Alors, sans plus tarder, Jean-François, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que constitue la conférence de règlement à l'amiable? Alors, la conférence de règlement à l'amiable, Marie-Pierre, plus communément appelée CRA, est un processus de négociation qui a été mis en place par la Cour supérieure pour favoriser les règlements dans les dossiers de litige importants, même peu importe l'importance, mais c'est un processus pour amener des dossiers à régler hors cours. Alors, c'est un processus par lequel un juge a été assigné au dossier. Ça peut être un juge à la retraite aussi, parce que le processus est rendu très populaire. Alors, ils ont même demandé à des juges à la retraite de venir procéder à des CRA. C'est un processus qui fait en sorte que le juge nous convoque pour une journée de médiation au Palais de justice de Montréal. Il y a une salle qui est réservée et dans ce cadre-là, le juge va demander la participation de toutes les parties. Et ça, c'est une condition essentielle à une CRA. On doit obtenir l'accord de tous les parties au dossier pour procéder. Si une partie décide de ne pas participer, les autres parties ont deux choix. Ou ils font abstraction de cette dissidence-là et ils procèdent quand même à une CRA, ou sinon, il n'y a pas tout simplement de CRA et le processus est abandonné. Quand tu dis toutes les parties, tu parles des avocats, des assureurs et des architectes, des ingénieurs, bref, des parties poursuivies. Là. Toutes les parties poursuivies, leurs représentants, leurs procureurs. Mais c'est la partie essentiellement qui est poursuivie qui va donner oui ou non son autorisation. Comme avocat, je peux favoriser une demande de conférence de règlement à l'amiable, mais si mon architecte me dit « moi, je ne suis pas intéressé au processus », bien, je suis obligé d'indiquer à toutes les parties que mon client n'est pas intéressé à participer au processus. Est-ce qu'une CRA, ça se déroule toujours de la même façon ou est-ce que toutes les CRA sont différentes? La réponse est la même pour les deux. Ça se déroule de la même façon et il n'y a pas une CRA qui est pareille. Okay. Alors, on va donner quand même les grandes bases, mais il y a toujours des éléments de surprise qui vont survenir. On a beau préparer l'architecte, à préparer l'analyste, se préparer pour une conférence de règlement à l'amiable, il peut arriver des surprises, il peut arriver des problèmes aussi en cours de route. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Mais il faut y aller avec un esprit positif. Alors là, dans le déroulement de la CRA, on rencontre le juge le matin qui est dans une salle de conférence et le juge va demander à ce moment-là, au niveau de la préparation, à chacune des parties d'exposer son point de vue. Il va commencer par la demanderesse ou le demandeur qui doit, dans un exposé sommaire, doit donner son aperçu du dossier, les enjeux, ses attentes. Sa vision, finalement. Sa vision du dossier ou ce qu'on appelle la théorie de la cause. Parfait. Par la suite, le juge va demander à chacune des parties défenderesses. Alors, il peut y avoir le promoteur, il peut y avoir l'architecte, il peut y avoir l'ingénieur, il peut y avoir des sous-traitants. Chacune des parties, par la suite, va donner son point de vue, donner sa théorie de la cause, pourquoi il est en CRA et quelle est sa position face aux autres parties. Alors, une fois que ce processus est démarré et que toutes les parties ont pu s'exprimer, le juge va aller demander par la suite à faire des caucus avec chacune des parties. Alors, pour lui prendre le pouls de façon plus importante, plus précise sur les attentes de chacune des parties. Alors, il va commencer par la demande, règle générale. Par la suite, alors lorsque le juge rencontre la partie demanderesse, les autres parties sont conviées à attendre à l'extérieur de la cour. Alors là, il peut y avoir des discussions qui vont se faire entre les autres parties. Et je dis toujours à mes clients architectes qu'ils peuvent parler de tout, sauf du dossier, quand ils sont dans le corridor et qu'ils rencontrent leurs collègues, les ingénieurs ou l'entrepreneur qui attendent comme eux dans le corridor. Alors, une fois que le juge a fait le tour des parties en caucus, il a deux possibilités. Il peut demander aux parties de revenir en plénière pour exposer des éléments nouveaux qui sont sortis du caucus, ou encore, il peut décider de demander aux parties de participer à un caucus en plénière sans la partie demanderesse quand les intérêts sont communs. Exemple, en défense, la plupart des parties ont un intérêt commun, c'est les dommages. Alors, tous ont intérêt à ce que les dommages qui sont réclamés ou qui fassent l'objet de la négociation soient le plus bas possible. Alors, ils ont donc un intérêt commun et ils peuvent avoir des idées à échanger à ce niveau-là entre les parties. Mais sur la responsabilité, normalement, le caucus va se faire
avec l'architecte, avec l'ingénieur, avec l'entrepreneur général. Et là, c'est le juge qui va pouvoir travailler avec tous les éléments d'information qu'il a en main pour partir le processus de négociation. Parce qu'il faut se rappeler qu'une conférence de règlement à l'amiable, c'est un processus de négociation. On s'attend à ce qu'il y ait des offres et des contre-offres, et c'est pour ça que ça dure une journée. Il y a plusieurs parties, c'est long. Alors, il ne faut pas se décourager. Vous allez, comme architecte, entendre des propositions de règlement de la part de la partie demanderesse qui vont être très élevées par rapport à vos attentes. Il n'y a pas de découragement à y avoir, c'est normal. Et le processus de négociation fait en sorte que les parties et le juge sont amenés à convenir de présenter une contre-offre dans le cadre de la journée. Et à partir de là, le juge va faire la navette souvent entre les parties pour essayer de ce qu'on appelle compromettre, c'est-à-dire que tout le monde met de l'eau dans son vin pour arriver à une solution où les parties vont se rapprocher d'un règlement du dossier à la satisfaction de tout le monde. Pourrais-tu nous expliquer quel est le rôle de l'architecte lors de la CRA? Tu disais tout à l'heure qu'il y avait des longues périodes d'attente, des fois dans les corridors, quand le juge est en caucus avec d'autres parties. Mais on va lui demander quoi à l'architecte? Alors, l'architecte doit être préparé à répondre à différentes questions qui peuvent venir de la part du juge et qui peuvent venir de la part des autres parties. C'est un processus où c'est la seule chance que l'architecte peut avoir de collaborer avec tout le monde, avec les demandeurs, avec les défendeurs, parce que c'est un processus d'ouverture, un processus de discussion, un processus de négociation. Alors, l'architecte doit être excessivement bien préparé dans son dossier, bien maîtriser les éléments de fait, puisqu'il y a des questions qui peuvent lui être posées. Alors, la première intervention de l'architecte va se faire au niveau de la plénière avec le juge. Il va, comme toutes les autres parties, devoir exposer sa position. S'il est à l'aise, c'est lui qui le fait. Il y a des circonstances dans lesquelles l'architecte n'est pas à l'aise d'exposer sa position. Il va pouvoir demander à son avocat à ce moment-là de faire ce court exposé pour donner son point de vue sur la théorie de la cause, sur son implication dans le dossier. Alors, par la suite, l'architecte, effectivement, ne doit pas se décourager parce qu'il va avoir des caucus privés. Et là, on s'en va dans le corridor qu'on appelle du palais de justice et on attend notre tour. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se préparer en conséquence. Il peut y avoir des caucus qui vont se faire en défense aussi avec d'autres procureurs auxquels il va devoir répondre à des questions. Donc, c'est important qu'il possède son dossier, qu'il soit patient, qu'il fasse preuve d'ouverture d'esprit parce qu'il va entendre des choses qui ne seront pas nécessairement agréables, mais il ne faut pas se décourager. C'est fait partie du processus d'échange et il faut garder une ouverture d'esprit pour arriver éventuellement à le but de la conférence de règlement amiable, c'est compromettre. J'imagine qu'on pourrait aussi faire appel à lui pour des questions plus techniques ou factuelles, précisément en lien avec le dossier. Tout à fait. Rarement, dans une conférence de règlement amiable, on va avoir des documents, des expertises, des plans ou des pièces, mais il y a des questions techniques qui peuvent être posées à l'architecte. Il faut se rappeler que l'architecte, lorsqu'il est poursuivi, il y a souvent deux bases de réclamation. Une première base de faute où est-ce qu'on dit qu'il y a une erreur dans la conception des plans. Et des fois, quand l'architecte a un devoir de surveillance, on attaque la question de la surveillance du chantier. Alors, un architecte qui est bien préparé, qui connaît ses plans, qui est en mesure de répondre à des questions techniques ou qui peut répondre sur des questions sur la surveillance du chantier parce qu'il se souvient des réunions de chantier qu'il a eues, il se souvient du déroulement, peut apporter un éclairage complètement nouveau dans le cadre d'une conférence. Et ça arrive régulièrement que des informations sont transmises par des architectes et que d'autres parties n'avaient pas en main ces informations-là, et ça peut donner une tangente complètement différente dans le déroulement de la CRA. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire lors d'une CRA? En fait, c'est très important, et c'est la base même d'une conférence de règlement amiable, c'est le processus de confidentialité. Alors, j'ai exposé tout à l'heure que toutes les parties doivent accepter de participer au processus. Et ce qui aide à cette prise de décision-là, c'est le processus de confidentialité. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous allez commencer la CRA, le juge va faire circuler un formulaire que toutes les parties doivent signer. Mais quand je dis toutes les parties, ce n'est pas seulement les parties poursuivies, mais ça comprend l'analyste au dossier, ça comprend les avocats qui sont autour de la table. Tout le monde qui assiste à la conférence doit signer un document de confidentialité. Parfait. Ce document-là est très important parce qu'il vous protège, et il protège tout le monde de tout ce qui pourrait être dit dans le cadre de la conférence de règlement amiable. Alors, s'il y a des informations qui sont données, des faits qui sont rapportés, des admissions qui sont dites en disant « oui, je pense que je peux être responsable de cet aspect-là », personne ne va pouvoir, si jamais la conférence ne fonctionne pas, dans le cadre d'un processus judiciaire, c'est-à-dire où il y a un procès, contre-interroger l'architecte ou quelques témoins que ce soit en disant « Monsieur l'architecte, n'est-il pas exact que vous avez dit dans le cadre d'un processus de médiation telle chose? » Il va y avoir une objection et cette réponse-là va être protégée par le processus de confidentialité. Maintenant, il peut y arriver, à l'occasion, dans le cadre de la conférence de règlement amiable, où vous allez rencontrer le juge et vous pouvez lui donner des informations confidentielles en lui disant
Ce que je vous donne maintenant comme information, elle est confidentielle pour vous. Vous n'êtes pas autorisé à la dévoiler aux autres parties, mais on pense que cet élément-là peut vous servir dans le cadre de la démarche que vous avez à faire comme juge médiateur pour amener les parties à un règlement. Donc, toujours dans une vision stratégique pour mener à un règlement. Toujours dans une question stratégique parce qu'il y a de la stratégie de la part de toutes les parties. La stratégie peut concerner le montant des dommages, peut concerner la part de responsabilité qu'on s'attribue ou pas par rapport à un litige. Alors oui, il y a toujours une question de stratégie. Est-ce que la CRA connaît un bon taux de réussite? En fait, pour la question des statistiques, je vous dirais qu'au niveau de la Cour supérieure, c'est 80 des dossiers qui sont en CRA qui font l'objet d'un règlement hors cours. Quand même. Le règlement intervient soit en CRA, il peut même intervenir par la suite, mais règle générale, c'est 80 Et au niveau du Fonds des architectes, pour ceux que ça intéresse comme architecte, le taux est à peu près le même, c'est-à-dire 80 de réussite. Donc, 80 des dossiers qu'on amène en CRA se règlent. Tout à fait. C'est quand même intéressant comme... C'est plus qu'intéressant. Oui? C'est une statistique qui en surprend plusieurs et ça a donné un air d'aller à ce processus-là de conférence de règlement amiable. Petite anecdote, au début, il y a fort longtemps, il y a quelques années, en fait, ça prenait environ 3 semaines avant d'avoir un juge pour une conférence de règlement amiable. Et aujourd'hui, il faut compter environ 9 mois avant de pouvoir avoir un juge parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui se dirigent vers ce processus-là. Et finalement, je comprends que comme avocat qui représente des architectes, tu recommandes en général la CRA dans tes dossiers? Absolument. Pour moi, c'est une étape incontournable dans le cadre d'un déroulement d'un litige. Normalement, la CRA peut intervenir à n'importe quelle étape d'un litige. Souvent, on va le faire lorsque les parties vont avoir fait les interrogatoires hors cours, avoir obtenu les expertises. Là, tout le monde va posséder les éléments d'information en main, mais à mon point de vue, c'est la seule façon d'arriver à régler un dossier, c'est par la voie d'une CRA, parce que vous allez avoir l'occasion d'échanger avec les autres parties, ce que vous ne pouvez pas faire à la Cour. La Cour, c'est conflictuel. Vous avez un avocat qui vous pose des questions, vous répondez en contre-interrogatoire. Le processus de CRA est un processus d'ouverture à travers toutes les parties impliquées. Et comme je dis souvent, une CRA qui est réussie, c'est lorsqu'on sort légèrement insatisfait. Alors, à mon point de vue, le processus vaut la peine parce qu'il faut le considérer. Si jamais le dossier ne se règle pas, vous allez devoir compter plusieurs années de travail dans le dossier avec l'analyste, avec l'avocat, plusieurs semaines de préparation et plusieurs semaines de procès. Alors, quand on met ça dans la balance, on se dit, passer une journée en CRA et nous permettre de régler un dossier versus des semaines de litige, la solution est facile. Ça peut valoir la peine. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-François. Ça me fait plaisir.